Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se réunit comme chaque semaine pour parler de nos sujets qui nous ont le plus marqué lors de nos découvertes des 7 derniers jours. On parle bien sûr d'oiseaux, vous en avez l'habitude. Comment ça va Sophie ? Écoute, très bien. Justement aujourd'hui j'ai acquis 3 nouveaux bouquins sur les oiseaux et je suis extatique. Incroyable, incroyable. Et du Ouais. coup tu vas nous parler de découverte peut-être de ces 3 bouquins. Je ne sais Et ben pas aujourd'hui parce qu'il y avait une autre news dont j'avais envie de vous parler et qui est à propos des chants d'oiseaux. fantastique. Donc ça fait pas partie de ces bouquins-là, mais peut-être une prochaine fois, qui sait. Ah mais peut-être. Qui sait. Est-ce qu'on peut avoir peut-être ces bouquins-là, savoir sur quel sujet ils portent ? Alors, Si c'est possible. tout à fait. Alors, que je te retrouve le titre exactement. Alors bon, vu que je suis basée en Afrique, ici, c'est 2 bouquins sur les oiseaux de proie africains, Ok. d'Afrique et des îles alentours, donc Madagascar et tout ça. Et un bouquin sur des petits psittacidés que vous connaissez certainement, qui sont les lovebirds. Et la traduction française maintenant m'échappe. Les inséparables. inséparables. Merci. Mais pas de souci. Désolée. Et donc un bouquin complet sur les inséparables, sachant que c'est quand même plusieurs espèces, c'est assez compliqué et moi ça m'intéresse pas mal. Oui. Voilà. Effectivement. Et puis, tu as eu l'occasion de donner un live Twitch sur justement les perroquets, les psittacidés, plus tôt dans la semaine. Alors, vous, du coup, ce sera 2 ou 3 semaines après la diffusion. Donc, peut-être qu'il sera effectivement rediffusé depuis, où tu parlais justement des mauvais comportements que l'on peut avoir avec les oiseaux que sont les psittacidés et pourquoi Exactement. certains d'entre eux se mettent à nous mordre d'un coup. Voilà, exactement. Bah alors normalement il est déjà monté, donc vous devriez l'avoir assez rapidement, j'espère. C'est à retrouver sur la chaîne YouTube Entracte Science. J'ai l'impression de faire l'émission à l'envers, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, et toi du coup ? Est-ce que... Eh ben moi justement, tu parlais d'îles, je te propose que je commence, comme ça Allez. on finira par le magnifique chant des oiseaux. Allez. Je vais vous parler de quelque chose, d'une loi fédérale américaine qui a été votée en 1856. Oh, ça remonte à loin, dis donc. Oh. Et elle n'a pourtant jamais été aussi actuelle encore, puisqu'on va parler du Guano Islands Act, qui a donc été voté le 18 août 1856 pour être précis. Et qu'est-ce qui raconte cet acte, cette loi ? Eh ben, elle dit en gros que chaque fois que n'importe quel citoyen américain, je cite la loi en question, découvre un gisement de guano sur n'importe quelle île, rocher ou îlot, qui n'est pas sous la juridiction légale de n'importe quel autre gouvernement, donc n'appartient pas à d'autres personnes, et n'est pas occupé par des citoyens de n'importe quel autre gouvernement, et prend possession pacifiquement de celle-ci, et l'occupe de la même façon, cette île, rocher ou îlot, peut, à la discrétion du président, être considérée comme appartenant aux États-Unis. Voilà ce que dit la loi. En gros, si vous trouvez une île et qu'elle n'appartient à personne et que vous êtes américain, vous pouvez poser le drapeau américain dessus et dire « cette île nous appartient ». C'est le Guano Islands Act. Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire dans l'ordre. Aux alentours des années 1840-1850, le guano devient extrêmement important dans la production mondiale. On reviendra sur quelques exemples de pourquoi ça devient très important. Et les États-Unis, bien évidemment, en premier ordre, se disent qu'il serait peut-être bien de bénéficier de cette source économique très importante. Et donc, c'est Millard Fillmore, qui est le 13e président des États-Unis, qui va commencer un petit peu à théoriser une réflexion autour justement du guano. Mais lui, va pas avoir le temps d'appliquer ce Guano Islands Act, puisque c'est Franklin Pierce qui va lui succéder, qui lui va promulguer la loi, comme je l'ai dit, en 1856. Et donc, pourquoi eh bien, cette loi ? C'est parce que le guano, c'est devenu un engrais
assez majeur dans l'agriculture. Ça permet aussi de fabriquer, et ça je l'ignorais, de la poudre à canon. Oh. Et donc les autorités américaines, lorsqu'elles apprennent qu'il y a des sources de guano très importantes dans les îles, notamment des îles du Pacifique, mais c'est aussi le cas dans les îles des Caraïbes, ce parce que justement, eh bien, on a des oiseaux qui sont présents sur site depuis des centaines et des centaines d'années, et qu'on a évidemment l'accumulation de guano, et ben, ils se disent que ce serait une très très bonne chose au niveau économique et de récupérer ce guano pour pouvoir soit l'utiliser, soit pour pouvoir l'exporter. Alors, cette loi, elle tient sur 9 volets que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne. C'est une loi que vous pouvez totalement retrouver en ligne, qui raconte grosso modo tout ce qu'on vient de dire, mais qui a aussi quelques précisions, par exemple sur qu'est-ce qui se passe si un crime a été commis sur cette île. Ah oui, bonne question. Attention, oui. Il faut bien réfléchir à ce genre de choses. Évidemment, ce sont les mêmes juridictions qui s'appliquent que si on était aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est effectivement quelques lois qu'on peut trouver au fur et à mesure de la lecture de cet article. Et il faut savoir que les îles qui ont été acquises par le gouvernement américain, on pourrait même dire annexées dans certains cas, sont des îles qui ne sont pas obligatoirement gardées par les Américains. C'est-à-dire que si les Américains considèrent qu'il n'y a plus nécessité de prélever le guano parce qu'il n'y en a plus ou que cette île n'a plus d'intérêt, les États-Unis peuvent dire bah écoutez, nous on a exploité cette île, maintenant vous pouvez vous en servir un petit peu comme vous voulez. Sauf que en 1890, alors trop gentil sur le papier, en 1890, eh bien il y a une section de loi qui permettait de déclarer de manière constitutionnelle les îles acquises par les États-Unis. Donc la rétrocession était beaucoup plus compliquée à mettre en place après ça. D'accord. Alors, il y a plus d'une centaine d'îles qui ont été réclamées par les Américains. En 2009, on a encore des îles qui sont gardées par les États-Unis. Donc les îles Baker, on a des atolls, on a l'île Howland. Donc ce sont des îles qu'on va retrouver principalement, comme je l'ai dit, dans le Pacifique. Et on a même des réclamations qui ont été fallacieuses, comme l'atoll Palmyra, qui apparemment n'aurait pas eu de guano sur son île. Donc la personne qui a mis en place justement cette petite réflexion autour de la récupération de l'île parce qu'il y avait du guano aurait sans doute menti pour que les Américains possèdent cette île extrêmement importante, je ne sais pas, mais en tout cas possède cette île. Et il y a une île aussi qui va forcément vous parler si vous êtes notamment intéressé par tout ce qui va être Seconde Guerre mondiale, c'est les îles Midway qui vont être effectivement aussi des îles qui vont appartenir aux Américains. Donc voilà, ce Guano Island Act, il a pris sa source aux alentours de 1850, comme je l'ai précisé, mais il est encore toujours un petit peu en action aujourd'hui. Il y a par exemple des conflits politiques qui seraient en cours, notamment vis-à-vis de certaines îles au large d'Haïti, où justement les Américains ne veulent pas céder les terres, alors que ce sont des terres qui ont été exploitées pendant très longtemps. Alors le gouvernement américain se défend en disant qu'il paye bien une taxe aux personnes qui vivent légalement sur l'île, mais comme techniquement, si on reprend l'article complet, on ne devrait pas avoir de personnes vivant sur l'île. L'île ne devrait donc pas être possédée par les États-Unis. Il y a conflit d'intérêts à ce niveau-là et conflit géopolitique sur ce terrain-là. Donc voilà, petit article un peu court. Vous retrouverez bien évidemment tous les détails dans la description avec donc un article de Vox, et puis vous retrouverez aussi le US Code Collection qui vous permettra via le site du Cornell Law School de découvrir l'intégralité de ces 9 amendements ou articles qui permettent de parler de ce Guano Islands Act. Eh ben, c'est quand même incroyable qu'on ait encore, parce que des années 1800, on a encore des problèmes de géopolitique à cause de ce genre de choses. C'est quand même... c'est dur, hein.
Ouais, et apparemment, d'après l'article de Vox, le guano serait peut-être à nouveau extrêmement important, comme toujours un fertilisant. Il y a plusieurs comment dire, plaques qui ont un peu changé. Puisque comme étant donné que le guano est extrêmement important à importer dans certains pays, bah, il y a aussi des conséquences économiques qui s'installent. Et ouais. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment celui-ci a évolué et évolue encore aujourd'hui. Les articles sont référencés dans l'article de Vox et datent de 2008 et 2010, donc c'est pas si loin de nous. C'est un peu loin certes, mais c'est pas si loin de nous quand même. Oui, non, c'est Mais proche. voilà, ça montre encore une fois que même si on a tendance à pas trop parler aujourd'hui du guano, ça reste quand même une ressource pour certains pays extrêmement importante. Après, c'est aussi quelque chose dont on se rend compte aujourd'hui, c'est pour la conservation. Pour beaucoup d'espèces qui utilisent cette ressource d'une manière ou d'une autre, finalement, c'est un gros problème si vous voulez leur retirer. Parce qu'on se dit, Absolument. oui, c'est juste du guano, après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'écologie des espèces qui vivent aux alentours, mais en fait, si. Si. Il y a beaucoup d'importance écologique pour ce genre de choses, et toutes les exploitations de guano qu'on a fait au siècle dernier et au siècle d'avant, bah, tout ça, en fait, ça a détruit beaucoup d'écosystèmes qui sont irremplaçables aujourd'hui, parce que bon, les 2 mètres de guano, ça met des milliers d'années à s'installer, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Totalement. Alors certaines de ces îles qui ont été cédées par les États-Unis sont quand même surveillées, administrées par les États-Unis. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne en géopolitique, ne me demandez pas comment ça marche. Et si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à nous le dire. Mais grosso modo, ils administrent l'île et il y a des refuges qui ont été créés sur certaines de ces îles. En compensation entre guillemets, j'espère, de tous les problèmes qu'ils ont causés pendant ces 150 dernières années. Est-ce que ce serait pas, est-ce que ce serait pas un moyen aussi pour les US d'agrandir leur zone maritime autour de leur zone côtière? Parce que bon, vous savez que les pays ont tous une superficie maritime qui est en fait égale à une certaine distance des côtes. Cette partie-là, c'est la zone marine du pays en question. Et donc, si vous avez des îles, évidemment, cette surface est doublée, triplée, enfin bref, en fonction du nombre d'îles que vous avez, et donc c'est des zones qui sont considérées comme appartenant au pays. Ce n'est plus juste l'océan qui appartient à tout le monde, ça fait partie du pays. Et donc ça vient sous une certaine juridiction, en l'occurrence des US. Donc est-ce que c'est pas aussi un moyen de garder un peu la main sur cet océan Pacifique et cet océan Atlantique? Il y a des chances, et puis comme on l'a vu avec Midway, il y a aussi des raisons militaires qui font qu'on conserve aussi ces îles. Il y a des essais nucléaires. Je pense qu'à mon avis, sur quelques-unes de ces îles, il y a dû avoir des essais nucléaires qui ont dû être réalisés. J'ai rien trouvé de tel dans les archives. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu aussi des essais militaires qui ont été organisés sur certaines de ces îles, qui sont parfois de simples îlots, hein, comme je l'ai dit. Parfois, ce sont juste des cailloux où seuls les oiseaux se reproduisent et vivent leur vie paisiblement jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui plante son drapeau américain et qu'on retire tout ce qui a été réalisé, quoi. Mais on en parlait justement en off, pour le coup, il y a quelques semaines, avec le fait qu'il n'y ait pas de traité international, notamment de la faune marine, et que le premier traité date de l'année dernière, ce qui est quand même incroyable quand on y pense, alors qu'on a des traités, notamment pour les oiseaux, qui datent déjà d'une centaine d'années, voire un peu plus dans certains cas. Donc ça pose de vraies questions pour le coup. Après, c'est des traités aussi, il y a beaucoup de... Comment dire ? Les traités internationaux, que ce soit les traités comme la CITES par exemple, qui vont être des traités sur les échanges internationaux, c'est des choses que tous les pays n'ont pas forcément signées, hein. Il y a des endroits dans le monde où la CITES n'a pas lieu, parce que c'est des pays qui n'ont pas signé l'accord. Donc il y a encore des lieux où certaines espèces ne sont pas protégées cross-border. Et pour les zones marines, qui sont du coup à l'extérieur des pays et des zones limitrophes de ces pays-là, en fait, il n'y a pas vraiment de juridiction, ça appartient un peu à tout le monde. Si vous voulez aller pêcher la baleine à je sais pas combien de milliers de kilomètres des côtes, vous pouvez y aller, personne sera là pour vous dire quoi faire. Donc c'est... Et puis,
faut voir aussi que jusqu'à récemment, personne s'intéressait vraiment à l'océan, parce qu'on pensait que de toute façon, c'était plus ou moins une ressource inépuisable, et qu'il n'y avait pas vraiment lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc on regardait un peu les courants, on vérifiait qu'il y avait des poissons ici et là, et puis voilà. Il y avait guère que les scientifiques pour s'inquiéter un petit peu de la chose. Et encore. mais il y a que très récemment qu'on s'est rendu compte que les ressources ne sont pas éternelles et qu'il va falloir faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait dans l'océan aussi, d'où ces premiers traités qui commencent petit à petit, tout doucement, j'irais même jusqu'à dire un petit peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc ils commencent à se mettre en place, voilà. Malheureusement, on ne peut pas faire plus que ça. Et voilà, je sais pas comment finir cette partie, donc. Veux-tu qu'on passe à la suivante? Eh ben pourquoi pas. Enchaînons du coup avec le chant des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils ont encore pu nous inventer au niveau du chant des oiseaux? Beaucoup de choses à dire sur le chant des oiseaux. Ils ont pas. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur le chant des oiseaux, j'ai pas l'intention de tout couvrir ce soir, j'avoue. Désolée pour ceux qui s'y attendaient, on va faire un peu plus simple. Parce que je voudrais déjà vous parler d'une espèce en particulier. Et donc je vais pas pouvoir vous parler de tout, donc on va aller sur une espèce et sur un papier qui est sorti en ce début d'année 2024, et qui m'a paru très intéressant, donc j'avais envie de vous en parler. Donc on va parler aujourd'hui du bruyant zizi, que vous connaissez certainement. Le petit passereau qui ressemble pas mal à un moineau, autant pour moi, c'est un oiseau évidemment, mais un moineau. Et mis à part les 2 bandes jaunes qu'il a sur la tête qui entourent son œil, qui sont particulièrement visibles chez le mâle, la femelle est un petit peu plus terne dans sa coloration, mais vous pouvez quand même voir ces bandes jaunes sur sa tête, un peu plus diffuses, mais bon, ça vous permet quand même de l'identifier assez facilement. Donc un petit passereau, pas bien gros, une vingtaine de grammes à peu près, hein, vraiment sur quelque chose d'assez petit. Voilà. Bon, jusqu'à 25 grammes. Les poids moyens, à peu près les poids moyens de ces oiseaux-là. Hein, voilà, donc pas bien grand, et qui avait, il y a déjà pas mal d'années, une aire de répartition qui couvrait une bonne partie de l'Europe, jusqu'à le siècle dernier, jusqu'au siècle dernier plus ou moins, où là on a vu son aire de répartition commencer à régresser, jusqu'à totalement quitter son aire de répartition originale qui notamment couvrait une partie de l'Angleterre. Et alors le problème c'est que encore récemment il y avait encore quelques couples qui nichaient en Angleterre, et puis petit à petit ils ont vu les nombres d'individus diminuer jusqu'à ce qu'il y ait plus grand chose. Et bon, c'est un peu dommage, parce que en plus, le bruyant zizi, c'est un petit oiseau qui est bien mignon, c'est un petit chant sympathique, alors bon, ils avaient quand même envie de le conserver là-bas. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que plusieurs associations, plusieurs organismes se sont mis ensemble en Angleterre pour essayer de sauvegarder ce petit animal. Donc il s'agit en l'occurrence de la Royal Society for the Protection of Birds, donc la RSPB que vous connaissez certainement, Natural England, National Trust, Zoological Society of London et Paignton Zoo. Donc tout ça s'est mis en tête de sauvegarder le petit oiseau, donc il y avait quand même du monde sur l'affaire. Et pour ce faire, ils se sont dit, écoutez, ce qu'on va faire, on a d'autres populations de bruyants zizi dans d'autres endroits, en France par exemple, ou d'autres endroits en Europe, qui pour le moment sont pas en si mauvais état que ça. On va essayer de récupérer des oiseaux dans ces populations-là pour les réintroduire dans des zones protégées qui seront plus ou moins qui seront gérées de manière à ce que les oiseaux qu'on relâche là soient protégés, hein. Et voir si, grâce à ça, on peut peut-être essayer de réintroduire cet animal dans cette partie de l'Angleterre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant pas mal d'années, ils ont récupéré, alors pas des adultes, ils ont récupéré des poussins de cette espèce-là, d'à peu près 6 jours, donc étaient au nid avec les parents,
dans la nature évidemment, qu'ils ont récupéré, qu'ils ont mis en captivité dans le zoo de Paignton, du coup, qui a aussi participé à l'affaire, et qui ont été... Paignton, c'était pas le zoo où les perroquets ils insultaient les gens, non? C'est pas celui-là? C'est possible. Ça arrive dans beaucoup de zoos, ça. Faut pas croire. Ils avaient été mis au retrait parce qu'ils arrêtaient pas d'insulter les visiteurs. Le problème, c'est qu'un perroquet, quand tu lui apprends un mot, il le répète. Hein. Ah bah ouais. Non, mais c'est tout à fait possible. Je sais que dans le zoo où on bossait, nous aussi, on avait des perroquets qui insultaient les gens. C'est un vrai problème. Alors rigolez pas, c'est un vrai problème. Incroyable. Ah si, parce que vous passez à côté de la cage et puis tout d'un coup on te sort une énorme insulte. Du coup tu vois le visiteur qui se retourne dans tous les sens en se disant mais ça vient d'où? Mais qui est-ce qui m'a insulté? Et puis il y a personne autour de lui à part un perroquet, donc évidemment le coupable désigne assez rapidement. Et souvent ils nous croyaient pas quand on disait si c'est le perroquet. C'est assez drôle. C'est lui, je l'ai vu. Oui. Bon, ça faisait un peu genre non. Bon, bref. Mais du coup, oui, c'est possiblement un des zoos où les perroquets insultaient les gens, peut-être. Ça arrive. Donc, en tout cas, alors, les chants d'oiseaux. Ils ont, du coup, plutôt que d'insulter les bruyants, ils ont essayé de leur apprendre d'autres choses que des insultes. Et donc, ils les ont élevés à la main à partir de 6 à 7 jours à peu près. Jusqu'à une trentaine de jours, pour ensuite les relâcher dans l'endroit où ils souhaitaient mettre leur nouvelle population de bruyants zizi. Et alors, ils ont fait ça pendant plusieurs années. Donc alors je crois qu'ils ont commencé en 2007, si je me souviens bien. Et petit à petit, grâce à leurs efforts de conservation, ils ont vu la population de bruyants zizi augmenter. Ils ont passé de 9 couples dans la nature à 65 en 2016, ce qui est quand même pas mal. Donc on avait quand même finalement un succès de cette réintroduction qui s'est passé. Mais par contre, ils ont eu un petit souci. C'est que lorsqu'ils ont pris les poussins au nid, ils avaient 6-7 jours. À cet âge-là, les poussins, ils savent pas encore les chants de leurs parents. Parce qu'ils les apprennent un peu après. Donc à cet âge-là, c'est l'âge où ils commencent un peu à babiller, un peu comme un bébé qui commence à sortir des petites syllabes, ça veut rien dire, mais bon, ils commencent à essayer de s'entraîner à parler. Les poussins, ils font pareil. Ils commencent à babiller un petit peu, ils écoutent un peu les parents, et puis au fur et à mesure, ils apprennent les syllabes, et puis au fur et à mesure, ils apprennent l'ordre logique de ces syllabes pour constituer le chant. Sauf que ces poussins-là, ils n'avaient pas eu le temps d'apprendre ce chant-là. Alors pour essayer de pallier à ça, les chercheurs, lorsqu'ils les ont élevés au zoo, ils ont mis un CD de chants d'oiseaux, en l'occurrence, pour leur espèce, et ils se sont dit, on va essayer de faire au mieux, quoi. Hein. Ils ont essayé de les élever en essayant de leur faire comprendre que c'était des bruyants, et pas des humains. Voilà. Donc il y a plein de méthodes pour ça, mais en l'occurrence, ils ont mis aussi... Voilà, et donc ils ont mis aussi des chants d'oiseaux en arrière-plan, qui étaient un CD de chants d'oiseaux. Ils n'avaient pas une grande diversité de chants, ils en avaient un enregistrement qu'ils ont fait tourner en boucle. Bon, c'est mieux que rien, mais ils se sont rendus compte à la fin que c'était pas suffisant, parce qu'en fait, ces poussins-là, lorsqu'ils les ont relâchés, ils étaient pas capables de chanter comme des bruyants. Le seul truc qu'ils étaient capables de faire, c'était plus ou moins de sortir des syllabes, mais un peu au pif. Alors c'était les syllabes qui étaient censées constituer le chant du bruyant, à la fin, mais ils les sortaient un peu au pif et un peu dans le désordre, et ça avait pas grand chose à voir avec le chant d'un bruyant normal. Donc ils ont fini par faire un petit peu plus de recherche, ils se sont dit tiens mais c'est bizarre quand même, du coup ils ont pas appris le chant avec le CD, comment ça se fait, enfin bref, ils ont fait un peu plus de recherche. Et puis ils ont continué aussi à faire un peu de monitoring sur la population qu'ils avaient relâchée pour voir un peu comment elle se débrouillait. Parce que faut savoir aussi que le chant des oiseaux, c'est particulièrement important dans la vie adulte de l'oiseau, parce que ça va lui permettre de trouver un partenaire ou une partenaire pour construire son nid et pour avoir après des œufs, etc. Et ça va aussi lui permettre de conserver son territoire, enfin bref, d'avoir des relations sociales en quelque sorte. Et donc si jamais le chant est pas le bon, les relations sociales, vous faites une croix dessus. Donc, les chercheurs se sont dit, mince, c'est un peu embêtant, on va quand même vérifier que tout se passe bien dans la nature, après les avoir relâchés, voir si
comment le chant évolue. S'il évolue, peut-être qu'ils arriveront jamais à se débrouiller après. Si du coup le chant de la population de ces oiseaux relâchés évolue, parce qu'après tout ils étaient majoritaires par rapport aux oiseaux sauvages qui étaient déjà là de base. Et en fait ils se sont rendus compte qu'après pas mal d'années, après 6-7 ans je crois d'observation en tout, et ben en fait les bruants qu'ils avaient relâchés avaient plus ou moins acquis le chant des bruants sauvages. Ok. Et alors c'est super intéressant, parce que ça veut dire que si jamais vous avez comme ça une espèce, que ce soit un bruant ou une autre espèce d'oiseau chanteur, que vous devez réintroduire dans un autre endroit où il n'y a pas forcément beaucoup d'oiseaux de cette espèce-là, que vous n'arrivez pas forcément à leur apprendre le chant, et ben peut-être qu'en fait il n'y a pas vraiment besoin de leur apprendre le chant en question, parce que si ça se trouve ils vont juste apprendre tout seuls. Alors on sait qu'il y a une base de chant qui est déjà instinctive, donc ça va être les syllabes que ces oiseaux vont développer d'eux-mêmes sans avoir besoin d'écouter les parents, ça c'est la partie instinctive du chant d'oiseau. Okay. Mais le reste du chant d'oiseau, c'est-à-dire l'ordre de ces syllabes, n'est pas instinctif, il faut qu'ils les apprennent avec leurs parents. Et on sait notamment que, même dans la nature, des petits oisillons comme ça, qui n'entendent pas beaucoup, alors ils entendent peut-être le chant de leurs parents, mais après, une fois qu'ils ont quitté le nid, si jamais il n'y a pas beaucoup d'oiseaux de leur espèce autour de chez eux, par exemple, eh ben ils vont finir par adopter aussi les chants d'autres espèces, pas forcément de la leur, parce qu'ils n'entendent pas suffisamment des chants de leur espèce à eux. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a une partie de la vie du jeune oiseau qui est très câblée sur l'imitation des chants d'oiseaux, mais pas forcément uniquement les chants d'oiseaux de la même espèce, parce que s'ils l'entendent pas, ben en fait ils vont essayer d'entendre les chants d'oiseaux des autres espèces. Donc tout ça pour dire que même si vous relâchez un jeune oiseau à 20-30 jours, qui est déjà suffisamment grand pour voler à cet âge-là, hein, surtout un bruant, et ben en fait il est tout à fait possible qu'il arrive quand même à apprendre le chant des bruants s'il en entend quelques-uns dans la nature autour de là où vous l'avez relâché. Et il va les apprendre tout seul, ces chants-là. Et donc ça c'est quand même... pour la conservation, c'est pas si mal, parce que pour l'instant en captivité, on n'est pas vraiment capable d'apprendre nous-mêmes aux oiseaux leur chant, à part leur passer un CD, et comme on a vu, c'est pas forcément très efficace. L'autre c'est déjà pas très efficace pour nous. Ou déjà pour nous apprendre par un CD, c'est vrai. Alors bon, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir un adulte en captivité à côté des jeunes pour leur apprendre le chant. Ça, du coup, tu entends l'adulte qui fait son chant un peu toute la journée, mais le problème des bruants, c'est qu'ils sont en captivité, ils survivent pas très très longtemps en fait. Alors bon, des jeunes oisillons comme ça qui restent au nid, c'est pas bien grave, mais pour des adultes qui doivent voler, qui doivent se balader un petit peu, on sait pas très très bien les maintenir en captivité et on sait pas très bien les reproduire en captivité non plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris des oiseaux dans la nature pour les localiser autre part après. Sinon ils auraient pris évidemment des animaux captifs, mais là on pouvait pas trop, donc c'est compliqué de garder un bruant en captivité, et puis pour toutes les autres espèces d'oiseaux qui sont compliquées à maintenir en captivité aussi, on aimerait bien avoir une solution pour éviter de devoir d'obliger un adulte à être là avec les petits lorsqu'on a besoin qu'ils apprennent un chant. Donc voilà. Alors moi j'ai une question, je vais me baser sur une étude qui avait été réalisée sur le coucou Koel. Oui. Où des scientifiques avaient déterminé que les jeunes pouvaient apprendre des phrases racontées par les parents dans leur œuf. Oui. Et comme le coucou avait sortait de l'œuf plus tôt que les autres oiseaux, il n'avait pas le temps d'apprendre ces phrases. Et donc du coup, les parents abandonnaient le nid parce que lorsque ils essayaient de ravoir cette phrase de la part du jeune oiseau, ils ne l'avaient pas. Donc ma question est, est-ce qu'ils peuvent également apprendre en étant dans leur peut-être pas des chants, mais peut-être des syllabes ou peut-être des codes qui permettraient, lorsqu'ils sont à l'âge adulte, peut-être de se remémorer, même s'ils n'ont pas eu l'éducation que peut leur donner leurs parents. Oui, là, je vois ce que tu veux dire. Non, ça peut être une idée. Ça n'a pas été testé, par contre, sur ces oiseaux-là. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils sont arrivés en captivité, visiblement, ils savaient pas grand-chose au niveau chant. Okay. Comparé, parce qu'ils ont évidemment enregistré les petits lorsqu'ils les avaient en captivité, ils ont enregistré des adultes dans la nature,
Enfin bref, ils ont essayé de faire leur comparaison, et visiblement, il n'y avait pas grand-chose de comparable entre le babillage des petits et ce qu'on avait chez les adultes. Donc ils avaient pas appris grand-chose dans ces 6 premiers jours, et avant ça dans l'œuf. Ça dit, c'est intéressant parce que l'histoire du coucou, en fait, ça pourrait être tout à fait une stratégie défensive de la part de l'espèce qui se fait parasiter pour justement éviter Totalement. ça. Et c'est ça. Bah voilà, donc je me dis que ça, c'est peut-être spécifique à cette espèce-là, et c'est peut-être pas forcément répandu. Alors on sait que déjà dans l'œuf, les petits peuvent entendre les parents, c'est vrai. On sait aussi que déjà dans l'œuf, les petits peuvent commencer à piou-piouter un petit peu. On les entend d'ailleurs. Si vous prenez un œuf de poule dans ces 2 derniers jours de développement, vous pouvez entendre le poussin faire un peu de bruit à l'intérieur de l'œuf de temps en temps. Ah, trop bien, Ouais, je ouais. savais pas. Si, vous l'entendez, mais c'est juste sur les derniers jours, hein, faut pas non plus... Prenez le dernier ou l'avant-dernier jour, ça marche. Donc je sais que chez les poussins dans les œufs sont tout à fait capables d'entendre, et voire même de reproduire les sons déjà. Mais je pense que vraiment de reproduire une phrase complète, ça doit vraiment être très spécifique de cette espèce-là, à cause du parasitage. En tout cas, ceux-là, le bruant, c'est pas le cas. Clairement. Le fait que ces jeunes oiseaux viennent d'autres pays, est-ce que ça n'a pas posé problème pour ces autres oiseaux qui ont peut-être été confrontés à un chant qui était différent du leur? On Alors sait oui. qu'il y a des comment dire, il y a des dialectes, oui. Mais il y a aussi une évolution perpétuelle du chant. On en avait parlé avec Victor, on avait parlé du bruant à gorge blanche, oui. ou à face blanche, je sais plus, qui a justement avait une évolution de son chant. Oui. Donc ça peut être. Est-ce qu'il y a aussi ce Non, t'as genre de raison de le mentionner. T'as raison de le mentionner, effectivement. Mais en l'occurrence, le bruant zizi a pas énormément de chants très spécifiques, très régionaux en fait. Donc ce qui était l'avantage pour cette espèce-là, mais par contre, il est vrai que ces jeunes oiseaux qui ont été du coup localisés en Angleterre ensuite, ils ont gardé une syllabe qui ne fait pas normalement partie du répertoire des oiseaux anglais. Et ça on le sait parce que évidemment il y a des enregistrements des oiseaux anglais et ça ne fait pas partie de leur répertoire du tout. Et donc ces oiseaux-là, qui sont une population qui n'est pas originaire d'Angleterre, ont gardé, mine de rien, une syllabe qui est différente. C'est le seul truc qu'ils ont gardé, c'est pas une phrase complète, c'est juste une syllabe. Mais voilà, ça, effectivement, il y a des restes du fait qu'ils soient pas exactement... ils sont étrangers, du coup. Il y a un petit accent, on va dire. Un petit accent. Et ben c'est sur cet accent qu'on va se quitter, ma chère Sophie. Un très très grand merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci à toi, comme d'habitude. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, raconter nos découvertes ornithologiques. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur Twitter, @spotcdls, ça c'est pour nous suivre sur le réseau social principal où on est. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube également. Et vous nous retrouvez bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous et salut à toutes. À plus.